Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Rendez-vous de la semaine pour le cours d'histoire, page 131 à 136. Donc, j'ai pas beaucoup d'explications à donner, vous savez qu'est-ce qui s'en vient. Donc, je commence la lecture maintenant. On porte attention quand je nomme des choses à souligner parce que malheureusement, avec ce logiciel-là, on ne me permet pas de souligner. Donc, page 131. L'organisation sociale, politique et économique. Les rapports de dépendance entre les individus dans la société féodale. Au Moyen Âge, un nouveau système se met en place, la féodalité. Il s'agit d'un ensemble d'institutions qui créent des liens entre un vassal et son suzerain. On pourrait dire que le suzerain, c'est le chef et le vassal, c'est quelqu'un qui travaille pour le suzerain. Ces liens reposent sur l'aide et les services qu'un vassal doit à son seigneur ou suzerain. En raison de services qu'il a rendus ou qu'il rendra, comme celui de se battre, le vassal, qui est généralement un homme libre, reçoit une propriété nommée un fief du suzerain. Donc le vassal, lui, reçoit un terrain du suzerain. Donc le terrain, à la base, est au suzerain, puis il se le fait prêter. Le vassal se le fait prêter. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien avec le suzerain, parce qu'il travaille sur un terrain du suzerain qui est rendu à lui. Il peut ainsi tirer profit des revenus que lui procure ce territoire. Il peut même le morceler pour en donner certaines parties à d'autres vassaux et devenir suzerain à son tour. Donc par exemple, moi je me fais donner un terrain, puis je décide de séparer mon terrain et de le donner à d'autres personnes. Bien là, moi je deviens le chef de ces autres personnes-là qui ont pris des petites parties de mon terrain. Donc, quand tu passes ton terrain à quelqu'un, c'est comme si tu étais un peu devenu le chef de cette personne-là parce que c'est toi qui as le contrôle de ce qui se passe. Ça devient peut-être compliqué à comprendre, mais il faut se dire que les terrains, c'était très important. Puis, si tu travaillais sur le terrain d'une autre personne, tu étais automatiquement le vassal de cette personne-là. Voici les choses à souligner. Premièrement, les rapports de dépendance entre les individus dans la société féodale, on surligne ça. D'institutions qui créent des liens entre un vassal et son suzerain, on surligne. On surligne l'aide et les services. On surligne service qu'il a rendu. On surligne comme celui de se battre. Et finalement, on surligne reçoit une propriété. Je continue au prochain paragraphe. La remise du fief, le fief c'est le terrain dans le fond, a lieu au cours de la cérémonie de l'hommage. Le vassal jure alors fidélité à son seigneur et promet de l'aider en cas de besoin, que ce soit en combattant ses ennemis ou en lui octroyant de l'argent, ou des cadeaux en certaines occasions spéciales, comme un mariage ou un baptême. En échange, le seigneur lui offre sa protection et il peut aussi le punir s'il commet des actions contrevenant aux règles de la féodalité. Donc, toi, tu reçois le terrain de quelqu'un, puis vu que tu reçois son terrain, ben, tu fais un vœu. Puis ton vœu, c'est de toujours aider la personne qui t'a donné ce terrain-là, d'être fidèle à lui, de te battre pour lui s'il se fait attaquer, puis même de lui donner de l'argent s'il en a besoin. Donc, tu deviens pas l'esclave, mais pratiquement. Tu n'es pas un esclave, là, mais tu as quand même toujours euh, une loi non écrite qui te dit que tu dois porter service à la personne qui t'a donné ce terrain-là. Donc, voici les choses à souligner dans ce paragraphe-là. Le vassal jure alors fidélité à son seigneur et promet de l'aider en cas de besoin, que ce soit en combattant ses ennemis ou en lui octroyant de l'argent ou des cadeaux. On surligne ça. Et on surligne le seigneur lui offre sa protection. Prochaine page. Page 132. Les rôles des différents groupes sociaux. La société médiévale est divisée en trois ordres, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. On va commencer. Ceux qui prient. Avec le développement de la religion chrétienne, les membres du clergé occupent une place importante dans la société. Leur rôle est de s'assurer du salut des fidèles par la prière et la célébration des sacrements. Comme ils sont les principaux détenteurs du savoir, fait que c'est eux qui savent tout, leur influence s'exerce dans tout l'Occident. Qu'est-ce qui est important de souligner? Clergé occupe une place importante dans la société. Donc, les personnes qui s'occupent de la religion, ils ont une place très importante. Il faut le souligner. Puis, comment ils réussissent à s'assurer que les gens utilisent la bonne religion à leur avis? La prière, on le souligne.
la célébration des sacrements, on le surligne. Ensuite, on a ceux qui combattent. Les membres de la noblesse qui ne représentent qu'environ 1 ou 2% de la population jouent également un rôle important dans la société puisqu'ils possèdent le pouvoir et sont des combattants. C'est au Moyen Âge que la chevalerie se développe afin de protéger les fiefs. Fait qu'on veut protéger les terrains, puis il commence à avoir des chevaliers. Puis c'est 1 à 2% de la population qui sont vraiment ces chevaliers-là. Les chevaliers comme on l'a connu là. Souvent dans les films ou dans les jeux. Donc on va souligner de la noblesse. Donc les chevaliers, c'est des personnes qui c'était des nobles, ils étaient très reconnus. Ils représentent 1 à 2%. On souligne 1 à 2%. On souligne possèdent le pouvoir et sont des combattants. Finalement, chevalerie, qu'on souligne. La troisième partie de la population qui existe beaucoup dans ces temps-là, c'est ceux qui travaillent après. Représentant la majorité de la population, les paysans, les marchands et les artisans sont soumis à l'autorité des plus puissants, à qui ils doivent payer des impôts, c'est-à-dire qu'ils doivent donner de l'argent. Donc on souligne la majorité. On souligne paysans, marchands, artisans. Artisans, ça c'est des personnes qui construisent des choses. Et finalement, payer des impôts, donc ils doivent donner de l'argent pour être protégés. Donc ça, là, c'est les différents groupes sociaux qu'on peut voir dans la société médiévale. Il y a des personnes qui s'occupent de la religion, qui sont importants. On peut voir quelqu'un ici qui s'occupe de la religion. On a les chevaliers, qui sont très peu nombreux, mais qui sont aussi très, très importants et très bien considérés. Et finalement, tu as les personnes qui travaillent, qui sont représentées juste ici. Qu'eux, ils payent. Ils donnent de l'argent, puis ils font des objets, ils font de la nourriture, etc. Page 133. Les liens unissant les paysans aux seigneurs. Le système féodal définit également les liens unissant le seigneur et les paysans qui exploitent les terres de la seigneurie. Tout un système de droits et de devoirs est ainsi mis en place. Les droits et devoirs du seigneur. Qu'est-ce que le seigneur doit faire? C'est quoi qu'il a besoin de faire pour être un bon seigneur? Le seigneur est généralement un membre de la noblesse. Donc, on se rappelle, la noblesse, c'est souvent les personnes qui sont les mieux considérées dans une population. Mais une abbaye ou un ordre militaire peut également être propriétaire d'une seigneurie. Fait que ça veut dire que c'est pas obligé nécessairement d'être un seigneur en particulier qui est le propriétaire. Là. Ça peut être un ordre militaire, donc un groupe de militaires qui peut être aussi propriétaire. Le seigneur jouit de divers privilèges, comme ceux de commander, donc il peut commander, de percevoir des impôts, fait que recevoir de l'argent auprès de ses paysans, d'administrer la justice, fait qu'il décide si cette personne-là est coupable ou non coupable s'il y a eu un problème, et de bénéficier d'un banc à l'église, fait qu'il y a une place spéciale à l'église. Toutefois, il a l'obligation de construire certains appareils dans sa seigneurie, comme un moulin, un four et un pressoir, et d'en permettre l'utilisation en échange de paiement de la banalité. Il doit également protéger ses paysans. Fait que dans le fond, lui, il doit s'assurer que sa terre est vivable, puis que les paysans ont tout ce qu'ils ont besoin pour réussir à faire leur nourriture ou à bien vivre, puis il doit aussi les protéger. Donc voici ce qu'on va souligner dans ce paragraphe-là. On va souligner la noblesse. Ensuite, on va souligner privilège, le mot privilège. On va souligner commander, de percevoir des impôts auprès de ses paysans, d'administrer la justice et de bénéficier d'un banc d'église. On va souligner construire certains appareils dans sa seigneurie, comme un moulin, un four et un pressoir, et d'en permettre l'utilisation. Et finalement, on va souligner protéger les paysans. Bon, comme on peut voir, un abbaye, c'est un monastère de moines. Donc, ce serait, quand on disait au début, ça peut être contrôlé par un abbaye, ça veut dire que c'est des personnes de religion. Ça pourrait aussi être contrôlé par ça, un terrain.
Le droit et les devoirs des paysans. Qu'est-ce que les paysans doivent faire pour leur seigneur? En échange d'une tenure ou d'une censive des parcelles de terre de la seigneurie que les paysans peuvent exploiter, ceux-ci doivent payer différents impôts au seigneur. Fait qu'ils doivent donner de l'argent, comme le cens, le champard et la taille. Donc ça, c'est des différents impôts. Donc le cens, c'est des impôts qui correspondent au loyer de la terre. Le champard, c'est un pourcentage des récoltes. Et la taille, c'est un impôt qui est payé pour obtenir la protection. Donc, ils ont plein de petites choses qu'ils doivent payer pour s'assurer de pouvoir rester sur leur terrain. Ils doivent également participer à la corvée, c'est-à-dire travailler gratuitement pour le Seigneur quelques journées par année pour l'aider, par exemple, à faire les labours, les moissons ou les vendanges. Donc, les moissons, c'est une récolte des plantes, puis les vendanges, c'est une récolte des raisins. Donc, ils ont besoin de faire du bénévolat aussi pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va souligner ici? C'est qu'ils doivent payer différents impôts au Seigneur. Et on va aussi souligner travailler gratuitement pour le Seigneur. Bon, on passe à la page samedi 133. Encore ici, mais moi c'est 134, donc c'est page 134. Oui, début de la page 134. Les sources de revenus de l'Église et du clergé. Donc, comment on réussit à recevoir de l'argent quand on est des membres de l'Église? On commence la lecture. Pour bâtir leur Église, leur cathédrale ou leur monastère et ainsi poursuivre leur mission d'évangélisation. Donc, évangélisation, ça veut dire de s'assurer d'avoir le plus de personnes qui respectent leur religion. Les membres de l'Église et du clergé ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent pour faire ça. C'est pas gratuit. Là. Au Moyen Âge, leurs principales sources de revenus sont les redevances seigneuriales, la dîme et les dons faits par des particuliers. Donc, on va savoir c'est quoi dans le futur paragraphe. C'est quoi ces trois choses-là. Qu'est-ce qu'on peut souligner? C'est qu'ils ont une mission d'évangélisation. Une mission d'évangélisation. Puis on peut aussi souligner que les clergés ont besoin d'argent. Donc, la redevance seigneuriale, c'est quoi ça? À l'époque, une communauté religieuse ou un diocèse, donc un diocèse, ça c'est un ensemble de plusieurs églises, on pourrait dire, peut être propriétaire d'une seigneurie. Ils peuvent ainsi tirer profit des différents impôts que leurs censitaires doivent payer en échange de l'exploitation d'une parcelle de terre. Ils ont toutefois les mêmes obligations envers leurs censitaires que les autres seigneurs. Donc, censitaire, c'est un autre beau mot pour dire que c'est des personnes qui ont... c'est les personnes qui utilisent les terrains des monastères, des personnes religieuses. Puis je vais aller vérifier pour être certain, là. Mais... c'est ça. Fait que censitaire, c'est quelqu'un qui vient vivre sur ton terrain. On dirait que c'est tout à des nouveaux mots qu'on voit jamais, hein? Puis j'aurais aimé ça qu'ils utilisent toujours les mêmes mots, parce que même moi, des fois, j'arrive de me mêler, là. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vivent sur les terrains prêtés par l'Église doivent payer l'Église pour rester sur ce terrain-là, comme on fait avec les seigneurs. Donc, on peut souligner différents impôts dans ce paragraphe-là. La dîme. La dîme est une taxe que l'Église perçoit en échange de ses services. Au Moyen Âge, elle correspond généralement à 1/10 de la récolte des paysans ou de la production des artisans, mais peut être plus élevée. Elle peut être payée en nature, c'est-à-dire en produits de la ferme ou en biens, ou en argent. Cet impôt doit être payé avant tous les autres. Donc, la dîme, on va souligner, c'est une taxe que l'Église perçoit en échange de ses services. Puis souvent, là, la dîme, là, qu'est-ce que le prêtre allait dire aux gens? C'est que si tu ne payais pas la dîme, tu allais aller en enfer. Donc, qu'est-ce qu'on essayait de faire croire aux gens? C'est que pour arriver au paradis, il fallait que tu payes. Puis si tu ne donnais pas d'argent à l'Église, tu allais être une mauvaise personne, c'est sûr que tu allais aller en enfer. Donc, on faisait peur aux gens parce que les gens, on avait une grande croyance envers la religion. Finalement, la troisième façon, les dons. Les plus riches de la société n'hésitent pas à faire des dons en terre, en meubles ou en argent afin d'obtenir l'aide de l'Église, que ce soit sur le plan spirituel ou politique. Cette pratique permet à ce dernier de s'enrichir énormément.
Donc, on va souligner les plus riches. Puis, on va souligner dons de terre, dons de terre. Donc, c'est pour ça que l'Église devient forte, parce que même les plus riches leur donnent beaucoup d'argent. Puis, à cause qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, les églises là, vont commencer à vanter cette personne riche-là. Ils vont dire, ah, Dieu m'a dit que cette personne riche-là est très bonne, il faut l'écouter. Donc, ça devenait des alliances entre la religion et les personnes riches pour convaincre les paysans de bien suivre les consignes. Page 135, donc dernière page de texte, parce qu'après, il va vous rester la page 136 à faire, mais c'est seulement des questions. Donc, dans chaque seigneurie, on trouve habituellement un château fort qui sert de résidence pour le seigneur, mais qui peut aussi protéger les paysans en cas d'attaque. Donc, on a un château, puis ça a différentes pièces, ce fameux château-là. Donc, on va commencer, ils vont nous montrer le donjon. Le donjon, ça pointe juste ici. Donc, ça semble être une tour. Qu'est-ce que le donjon? C'est une tour maîtresse du château rattachée à la demeure du seigneur et servant de dernier retranchement en cas d'attaque. C'est aussi l'endroit où on enferme les prisonniers. Fait que c'est un endroit où on enferme des prisonniers, mais aussi c'est l'endroit où les personnes y restent cachées en dernier recours au cas si on se fait attaquer. C'est un endroit qu'on peut réussir à protéger difficilement quand l'ennemi a pris contrôle du château. La haute cour. Haute cour. C'est vert, fait que là on peut voir si ce sera à l'intérieur de ça. Oui. Cour réservée au Seigneur, à sa famille et ses invités. Donc, c'est un endroit qui est réservé, on pourrait dire VIP. C'est un endroit VIP. Basse-cour. La basse-cour, on peut voir, on dirait que ça pointe... Ah non. Ah, basse-cour, ça vient... Ok, c'est ça. Ça pointe plus au sol. Donc, première cour du château, à l'intérieur de laquelle les paysans se réfugient en cas d'attaque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on se fait attaquer, ben là, les paysans sont derrière la première barrière, mais ils ne sont pas dans le château. Donc, ils sont moins protégés. C'est les premiers à mourir s'ils se font attaquer. Une tour de guet. Donc, on a une tour de guet. C'est juste en dessous du donjon, si je me fie à la flèche. Ça se trouve être une tour élevée permettant d'avoir une vue sur tout le territoire autour du château et de constater rapidement l'arrivée d'ennemis. Bon, c'est assez évident, j'ai pas besoin de réexpliquer. C'est une tour où on peut voir plus loin. Les remparts ici, fait qu'on peut voir les murs. Murailles entourant un ensemble de bâtiments et servant à la protéger. Les remparts sont généralement percés de meurtrières par lesquelles on peut tirer des projectiles sans être trop visible. Donc, il y a des petits trous, puis on peut lancer des choses ou on peut tirer des choses. Certains châteaux étaient protégés par plusieurs rangées de remparts ou encore par des palissades, des constructions en bois servant à en défendre les abords. Fait qu'il y avait même des murs en bois, puis des fois, il y avait même de l'eau. Tout plein de choses pour s'assurer que ce soit difficile à traverser. Chemin de ronde. Donc, on peut voir, c'est directement sur le mur, on dirait. Passage aménagé le long des remparts pour permettre aux gardes d'effectuer leur ronde de surveillance des alentours. Donc, les gardes sont capables de se promener sur le mur pour faire le guet. Demeure seigneuriale, donc on voit le grand bâtiment en plein centre. Habitation du seigneur et de sa famille, les chevaliers les plus fidèles du seigneur peuvent aussi résider. Donc, les personnes très importantes vont vivre là-dedans. Puis là, tu peux voir ici, c'est de l'eau. C'était toujours très stratégique, les positions de ces châteaux-là. Le but, c'était de ne pas se faire attaquer puis d'être capable de le défendre le plus facilement possible. Ça se trouve être la fin de mon explication, page 131 à 136. Gênez-vous pas à venir vous présenter pendant mes directs si vous avez des questions. Je sais que c'est gros des termes spéciaux, là, la féodalité et la religion, ça apporte des termes qui sont difficiles à comprendre. Gênez-vous pas à utiliser Google si vous n'êtes pas certain ou juste venir vous connecter quand je suis disponible, les mardis, les mercredis. Ça va me faire plaisir de vous aider à répondre à vos questions. Puis sur ce, restez positifs, puis on continue à travailler fort. Bonne journée à vous, bonne semaine.